Bonjour à tous, bienvenue à la maison. Bah oui, vous le savez, c'est votre émission. Et qui dit maison dit décoration, n'est-ce pas Aurélie? Tout à fait. Et alors, vous allez nous parler de quoi avec vous? Je crois qu'on ne risque pas de se prendre les pieds dans le tapis ce matin. C'est ça. On verra pour ou contre mettre un tapis chez soi ce matin. Bon, la réponse tout à l'heure. Allez, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au sport sur ordonnance. Il s'adresse à des patients atteints de maladies chroniques. Comment ça se passe très concrètement? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans quelques instants. Du sport, toujours, mais cette fois du football. C'est l'archivina du jour et vous allez voir comment, en 1975, on chaussait les crampons au féminin. Nous vous présenterons également un groupe breton qui monte. Ils sont neufs, ils s'appellent Cut the Alligator et ils n'ont pas fini de vous surprendre. Leur premier album, sorti juste avant l'été, est déjà un succès. Enfin, l'ami Billy est allé à la SPA de Rennes pour nous présenter un nouvel animal à adopter. Voilà pour le menu. Oh, je sais, Catherine, vous êtes déjà en transe devant le petit animal. J'essaie de pas faire comme je fais d'habitude. Vous adorez les animaux, on le sait, mais est-ce que vous adorez autant le sport? Alors, sur ordonnance, qui plus est. Vous voulez que je sois honnête, oui. Laurence? Ah oui, c'est une habitude, ça, d'être honnête ici. Les médecins et le sport, c'est vrai que c'est deux choses que j'ai quand même tenter d'éviter au maximum toute ma vie. Pourquoi? C'est simple, parce que quand on va voir un médecin, c'est parce qu'on est malade, et quand on fait du sport, c'est parce qu'on est malade. Voilà. Mais l'âge aidant, c'est vrai que j'ai un peu révisé mon jugement sur l'un et l'autre, puisque bon, c'est une question de santé. Vous en parlerez bien sûr beaucoup mieux que moi. Mais il est vrai que à toute prescription, il y a également des posologies, et puis il y a une liste. Je sais pas si vous êtes comme moi, vous regardez toujours la liste des effets secondaires. Ah oui, ça pour les médicaments. Donc voilà, je vous dresser une liste non exhaustive, bien sûr, des effets secondaires liés à la pratique du sport. Et il y en a beaucoup, bien sûr. Tout d'abord, alors je sais pas si c'est moi, mais le petit goût de sang qu'on a dans la bouche à partir d'un... Non, c'est moi, c'est la gingivite. Ah bon? Non, eh ben oui, je suis pas la seule. C'est bien. Donc il y a ça déjà, ça peut être troublant quand même, se dire j'ai un petit goût de métal dans la bouche. La nausée, bien sûr. Et pas par rapport à l'effort, mais par rapport aux vêtements fluo des joggeurs qu'on croise sur le canal de temps en temps. Quand ils vont vite, en plus, ça peut donner la nausée, voire des crises d'épilepsie, ça peut être dangereux. Et l'addiction, parlons-en, l'addiction quand même, quand on va, et notamment aux vêtements de sport, quand on va dans certaines enseignes qui portent par exemple le nom d'une discipline olympique, je vais pas, bien sûr pas les nommer, moi j'ai été, Laurence, allégée, à défaut de quelques kilos, de quelques dizaines d'euros, pour ne pas dire centaines d'euros, pour des tenues de sport que, bien sûr, je ne porterai jamais, puisque je ne pratiquerai jamais. Et ceci dit, voilà, ça vient, on est vite, c'est pratique, c'est sympa, on est plein de bonnes résolutions, surtout à la rentrée. Mais ça peut également, et ça c'est la dernière effet secondaire, nuire sérieusement à votre street cred, comme disent les jeunes, votre crédibilité de rue, la street credibility. Voilà. Les rappeurs en portent certes des vêtements de sport, mais quand vous vous retrouvez avec une chemise de rando sans manches, voilà, sur moi c'est plus look de prof de SVT à la retraite. Et c'est pas Cut the Alligator qui me contredira, il y a plus funky, même si bien sûr on aime les profs de SVT à la retraite. Bah, bien sûr. Allez, bon. Vous faites pas de sport, mais alors qu'est-ce que vous êtes en forme, hein? Allez, je vous propose tout de suite un petit zoom en images sur le sport sur ordonnance. Hé, t'as l'air bien plus en forme, toi. Tu l'as dit, depuis que mon médecin m'a prescrit du sport, ça va beaucoup mieux. Et oui, il n'y a pas que les médicaments ou le bistouri qui soignent. Depuis 2017, le sport peut être prescrit sur ordonnance par votre généraliste. Une seule condition est requise, que vous soyez atteint d'une affection de longue durée, une ALD. 30 maladies chroniques, y compris le diabète ou l'insuffisance cardiaque, ou encore l'obésité ou les AVC figurent dans la liste des pathologies admises. Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, trop de repos et donc pas assez d'activité physique, c'est mauvais pour la santé du malade. Se bouger peut permettre d'éviter les médicaments, par exemple en cas de diabète ou de cholestérol. Et pour les patients atteints d'un cancer, cela les aide à supporter les traitements. Alors, vous vous voyez déjà faire le beau dans la plus belle salle de sport à l'œil? Eh ben c'est pas gagné. Car il faut le savoir, la sécurité sociale ne rembourse pas le sport sur ordonnance. Mais renseignez-vous auprès de votre agence régionale de santé, l'ARS. 80 dispositifs de sport santé qui proposent des séances gratuites ont été mis en place partout en France. C'est le cas à Strasbourg, Paris, Biarritz, dans le Cantal, en Franche-Comté, etc. À noter aussi, certaines mutuelles offrent une prise en charge. Et même pas remboursé, le sport sur ordonnance, ça marche. Il a été démontré qu'une prescription écrite du tout-bib avait beaucoup plus d'effet que des bonnes volontés individuelles. Alors, on y va à vélo ?
Eh ben, on y va en courant, même tout de suite. On va rejoindre le docteur Vincent Daniel. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes médecin du sport au CHU de Rennes. Alors, on l'a compris, le sport sur ordonnance, ça s'adresse à des patients atteints de maladies chroniques, ayant une affection longue durée. Mais ce dispositif, vous en êtes apparu tout de suite dès mars 2017. Mais en fait, vous prescriviez déjà du sport sur ordonnance. Oui, en fait, ça a été mis en place pour surtout asseoir un petit peu les recommandations qui existent depuis très longtemps sur l'activité physique, parce qu'il faudrait déjà rétablir un petit peu de sémantique. Le sport, c'est un petit peu la vitrine, mais malgré tout, on parle d'activité physique. Ça fait moins peur aux patients ? Oui, beaucoup moins. Un peu. Beaucoup C'est moins. ça qui vous fait, Catherine. Et surtout, ça parle à tout le monde. C'est de l'activité du quotidien, et c'est pas uniquement du sport comme on l'imagine, qui en fait partie, effectivement. C'est pas contradictoire. Mais c'est l'activité physique habituelle. Donc le décret, finalement, il a surtout servi à légitimer, à encadrer. Et à positionner ce traitement non médicamenteux dans la prise en charge du patient atteint de maladie chronique, effectivement. Alors, qui est habilité, quel professionnel est habilité à recevoir quel patient ? On a envie de vous poser une question extrêmement concrète, finalement. Alors, pour l'instant, le dispositif met au centre le médecin traitant. Effectivement, c'est le médecin traitant qui est, pour l'instant, on va dire l'interlocuteur principal pour orienter ensuite vers des professionnels soit du sport, soit de la santé. Actuellement, il y a deux niveaux, on peut même aller jusqu'à 4 niveaux en fait, de qualification du professionnel. Donc, on a des professionnels paramédicaux qui sont connus historiquement, le kinésithérapeute en fait partie, qui sont à même de faire de l'activité physique adaptée. Et on a également les éducateurs en activité physique adaptée à la santé, ceux qui viennent de la filière sport, on parle un peu simplement, et qui ont une formation spécifique en activité physique adaptée pour le patient. Et qui aussi sont à même, c'est ce qu'on appelle l'APA ou la PAS, effectivement, si on rajoute la santé. Ouais. Alors, bon, on a envie de vous demander comment s'y retrouver. Est-ce que l'ARS a établi finalement une carte pour arriver à trouver un professionnel qui soit habilité près de chez soi ? Oui, alors chaque ARS gère un petit peu sa cartographie. En Bretagne, il y a un site qui existe, Bretagne Sport Santé, sur lequel l'ARS valide des demandes d'associations ou de structures sportives qui dispensent de l'APA, c'est-à-dire destinées à des patients, ou en tout cas à des gens avec des maladies chroniques, donc il y a un comité de validation pour ça, qui se réunit et qui distingue les différents niveaux de qualification pour recevoir un public donné. C'est-à-dire avec des limitations fonctionnelles qu'on appelle sévères, qui seront évaluées par le médecin, plutôt par le médecin, ou des limitations fonctionnelles moins sévères, modérées assez légères, et qui sont également évaluées par le médecin. Et c'est normalement le médecin qui oriente vers la structure qui est habilitée, mais qui est normalement ciblée. Sur le site, en Bretagne, on retrouve ça assez facilement. Maintenant, ça s'est étoffé depuis quelques années. Là, au départ, il n'y avait pas beaucoup de structures qui accueillaient. Maintenant, il y en a des dizaines et des dizaines. Est-ce qu'il y a des disparités en Bretagne selon les communes ? Oui, beaucoup. Les villes sont quand même bien représentées. Donc c'est vrai que si on regarde sur Rennes, Brest, dans le Morbihan, à Vannes, Saint-Brieuc, on a beaucoup de structures associatives ou de clubs sportifs qui peuvent accueillir ces publics. Et c'est vrai que dans les zones rurales ou semi-rurales, il y en a beaucoup moins. Malgré tout, il y a des communes qui se mobilisent, des municipalités, vraiment. Oui, qui essayent de créer en fait une offre et qui même parfois emploient en fait un éducateur qui est formé en APA dans la commune ou dans la communauté de communes et qui peuvent s'adresser donc aux patients de la commune. Donc il faut se renseigner auprès de sa mairie. Bien sûr. Voilà. On va se tourner maintenant vers l'un de vos patients, Franck Kouprazet. Bonjour Franck, bonjour. Bienvenue à vous. Vous nous venez de Dole de Bretagne et vous avez bénéficié justement de cette prescription d'une activité physique dans le cadre de ce dispositif. Que vous est-il arrivé en juin 2018 ? Racontez-nous. Alors, j'ai eu un cancer du pancréas. Et puis, donc, je suis resté 6 semaines à l'hôpital. Et puis après, l'oncologue m'a prescrit justement le sport sur ordonnance. Ça vous a surpris ? Est-ce que vous vous y attendiez pas ? Oui, parce que j'ai perdu quand même 10 kilos. Donc maintenant, il faut reprendre les muscles. Tout a fondu. Les fesses, les biceps, tout ça, c'est plus rien. Qu'est-ce que ça vous apporte, la prescription de ce sport sur ordonnance ? C'est de la gym douce, c'est ça ? La gym douce, oui. Vous avez commencé quand exactement ? Alors, j'ai commencé en mai. Oui, cette année, oui, en mai. Donc, j'ai vu le docteur Daniel. Donc, il m'a fait des tests, tout ça, donc, pour évaluer un petit peu.
Et là, donc, il m'a envoyé vers Perrine, donc, qui organise une séance de sport à la Ligue contre le cancer. Ah, ça se passe dans les locaux de la Ligue contre le cancer, à Rennes. Oui, voilà. Ça. Ouais. Ça vous embête pas du coup de faire les 45 minutes de voiture parce que vous êtes super motivé? Mais je sais que le sport est important parce que en 2014, j'avais un infarctus. Et puis là, avec un stent, il faut vraiment faire du sport, la marche, tout ça. Donc c'est important pour... Vous la pratiquez une fois par semaine, hein, cette activité? Une fois par semaine, et après, j'ai d'autres sports, d'autres séances de gym douce aussi. Ça vous apporte... Est-ce que ça vous a un peu fait oublier la maladie ou en tout cas redonner confiance en vous? En quelque sorte, quand on voit des personnes qui participent aux séances, donc on voit qu'il n'y a pas que nous-mêmes, donc il y a d'autres personnes qui ont le même souci que nous, donc on fait la part des choses. Donc ce sont des accidents de la vie, donc voilà. On sent que ça vous apporte beaucoup de bien-être, en tout cas, ça, c'est certain. Et puis réconfort aussi, parce que bon, c'est quand même surveillé. Donc. Ça vous surprend les uns les autres qu'on puisse, dans le cadre d'une maladie assez lourde, prescrire comme ça du sport sur ordonnance? Est-ce que vous connaissiez ce dispositif? Non, mais c'est génial. Voilà. Cri du cœur. Christelle, vous connaissiez le dispositif? Pas du tout, mais je trouve que c'est bien aussi pour retrouver d'autres patients et partager aussi avec d'autres personnes quand on fait du sport, en fait, rencontrer d'autres personnes malades. C'est ça. Est-ce qu'il y a des freins, docteur Daniel, côté soignant, à prescrire justement, parce que peut-être que certains médecins se disent mais c'est pas à moi de prescrire du sport, c'est pas mon rôle. Il y a un peu cette défiance vis-à-vis de l'activité physique, puisqu'on ne dit pas sport, on dit activité. Le décret c'est sport sur ordonnance, effectivement vous avez raison, mais c'est vrai qu'il y a un frein qui est légitime, c'est-à-dire qu'on est effectivement formé pour être médecin. Dans notre cursus, on n'a pas eu beaucoup de formation sur l'activité physique et surtout il n'y avait pas encore beaucoup d'études qui justifiaient de son utilisation comme traitement des maladies chroniques dans le cancer, comme monsieur. C'est vrai que c'est relativement récent par rapport aux maladies cardiovasculaires, donc ça a pu surprendre des praticiens, même des spécialistes de la pathologie au départ, qui étaient un peu réticents. C'est vrai. Qui craignaient des effets secondaires pour reprendre l'expression. Oui, qui n'en voyaient pas l'intérêt. C'est relativement récent. J'ai pas beaucoup d'expérience, mais avec ma faible expérience, j'ai vu l'évolution se faire avec des praticiens qui n'y croyaient pas, qui ne voulaient pas ou qui ne s'y intéressaient pas du tout. Et pourtant des praticiens spécialistes de la pathologie en question. Donc il y a déjà ce gros frein. Donc maintenant c'est dans les études médicales en France, en tout cas c'est en formation. Donc il y a même des diplômes spécialement pour ça. Donc voilà, il n'y a plus de raison de ne pas y croire, en quelque sorte. Après, maintenant, il faut accompagner, parce que c'est vrai, le sport, ça fait peur. Ça fait référence à des effets indésirables. Oui, les patients, certains, sont réticents également. Ça peut être la marche, l'activité physique. Exactement, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, parce que ce n'est pas uniquement le sport. Le sport peut s'adresser à des patients, même avec des pathologies lourdes, bien sûr, mais il y aura une évaluation qui ne sera peut-être pas la même. Et là, c'est vrai qu'on peut revenir sur l'évaluation, qui n'est pas forcément une évaluation très compliquée, avec énormément de tests. C'est quand même une consultation spécifique. C'est pas obligatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. À mon sens, je pense que ça mérite au moins une consultation. Pour quelqu'un qui a une maladie chronique pour laquelle l'activité physique est démontrée comme efficace dans le traitement, je pense que ça mérite une consultation. Mais c'est pas du systématique. C'est pas du systématique. Sachant qu'elle ne sera pas... Il n'y a pas de remboursement, on peut déjà en parler. Alors voilà, justement, c'était la question de la consultation en elle-même, en tout cas, à ce titre-là. Après, c'est une consultation de soins comme une autre. Et à mon sens, je pense que ça mérite une consultation dédiée. Avant de parler de la prise en charge financière, on va quand même rentrer dans le détail des exercices qu'on a envie de vous demander. Est-ce qu'il y a un type d'exercice qui est conseillé pour tel type de maladie, ou alors est-ce que c'est vraiment du cas par cas? C'est du cas par cas, clairement c'est du cas par cas. Après, pour certaines maladies, on sait qu'il y a effectivement des activités physiques particulières qui ont des effets plus intéressants au regard des traitements que la maladie a nécessité ou des conséquences de la maladie. Donc on sait qu'il y a des exercices plutôt musculaires parfois, plutôt cardio-respiratoires, l'endurance, ces choses-là qui peuvent être préconisées. Il y a un petit peu une trame globale qui est à peu près la même pour toutes les maladies. Ensuite, on peut ajuster selon la maladie, selon les incapacités des gens, mais il y a vraiment de l'individuel, parce que là, on parle vraiment très médical, on parle aussi très sportif, mais on ne parle pas non plus de l'ensemble, c'est-à-dire en fait du rôle des freins sociaux, des freins familiaux, de la motivation. Normalement, la consultation doit contenir une évaluation de la motivation du patient, parce qu'en fait, on retrouve
Les freins, ils sont nombreux, hein, on l'a déjà entendu un petit peu. Et c'est vrai qu'il faut déjà savoir d'où part le patient. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va lui proposer. Est-ce qu'on va l'inscrire à une compétition de triathlon d'emblée parce qu'on sait que c'est bien? Je suis pas sûr. Ah, il dirait pas non, regardez. Mais pour certains, ça peut coller. Pourquoi pas, oui. Voilà. Donc il y a cette évaluation, mais comme on peut retrouver dans d'autres maladies, hein, enfin c'est pas. C'est sûr que. On évalue. Ouais, voilà. Une personne diabétique de 25 ans et une personne diabétique de 80 ans, ça va pas être les mêmes prescriptions. Alors que ça peut être la même maladie, avec parfois les mêmes conséquences finalement. Bon. Ouais. On va écouter, si vous voulez bien, la question d'une téléspectatrice qui vous est adressée, docteur Daniel. Bonjour, je m'appelle Vanessa, je pratique le yoga depuis quelques années. Ma question est la suivante. Le yoga maintenant est reconnu comme un outil thérapeutique. Il existe la yoga-thérapie qu'on exerce en cabinet, parfois dans quelques cliniques. Les médecins le recommandent de plus en plus, des ostéos, des kinés. Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne se motiverait pas à le faire rembourser par la sécurité sociale ou de plus en plus de mutuelles en tout cas? Merci. Alors voilà, on aborde le volet financier. Est-ce que le yoga, par exemple, pourrait être pris en charge dans le cadre de ce dispositif ? Oui, le yoga a beaucoup été évalué sur beaucoup de maladies chroniques. Il est énormément utilisé dans le cancer, notamment. Alors après, c'est vrai que le yoga n'a pas forcément les mêmes effets attendus d'un point de vue statistique, mais j'insiste, on ne recherche pas toujours une diminution de la mortalité ou de la morbidité, c'est-à-dire des complications. La qualité de vie, l'anxiété, le sommeil, ces choses-là, c'est des points très importants qu'on évalue aussi. Le yoga peut tout à fait, effectivement, être pris en charge au même titre qu'une autre activité physique adaptée. Après, ça déborde largement le yoga, c'est-à-dire que si on accepte pour le yoga, on l'accepterait pour toutes les autres activités physiques à part. Oui, évidemment. Donc, oui, bien sûr. Parce que pour l'instant, la Sécu, on va être très clair, ne rembourse pas, en tout cas. Non. Certaines mutuelles, elle a évoqué, participent, je crois qu'il y en a 5 ou 6 maintenant en France, qui ont un forfait. C'est-à-dire pour les patients atteints de maladies chroniques, donc leurs sociétaires, il y a une évaluation parfois prise en charge, mais il y a au moins des séances d'activité physique. Donc je pense qu'il faudra que ce soit des activités physiques reconnues, en Bretagne probablement par l'ARS, qu'on évoquait tout à l'heure, mais certaines mutuelles le font déjà. Actuellement, pas la sécurité sociale, non, effectivement. J'imagine que la boxe, c'est moyen conseillé pour... Non, ça peut? Disons qu'il y aura peut-être besoin d'une évaluation médicale particulière au préalable. Voilà. Mais la boxe, c'est un excellent sport qui fait travailler énormément toutes les filières, on va dire, énergétiques, cardio-respiratoire, musculaire, équilibre, coordination. C'est un excellent sport. Maintenant, à quel niveau? Voilà, c'est ça, à quel niveau de pratique est souhaité? Mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis on peut se renseigner également auprès de l'Agence régionale de santé parce qu'elle propose des séances gratuites de sport santé. C'est important de le préciser. Merci beaucoup, docteur Daniel. Merci à vous, Franco Prazette. On ne va pas parler de boxe maintenant pour occuper les enfants, mais par contre, Lélia Nevers, elle a pas mal d'idées justement pour les occuper. Et pourquoi pas confectionner des bouteilles sensorielles? Alors j'en connais qui ont envie d'apprendre. Bonjour, je m'appelle Audrey. Bonjour, c'est Diana. Je m'appelle Gabrielle. Et on cherche une activité pour s'occuper des enfants et les éveiller. Pour réveiller les tout petits et les plus grands de façon sympathique. Bonjour Diana, bonjour Audrey, bonjour Gabrielle. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à réaliser des bouteilles sensorielles, des bouteilles magiques que tu vas même pouvoir donner à ton petit frère? Oui. Bah oui, carrément. Super, on y va, direction le salon. Aujourd'hui, on va réaliser des bouteilles sensorielles. Alors, une fois que nos bouteilles sont remplies avec de l'eau, là, on peut laisser place à notre imagination. Je vous ai amené 3 colorants alimentaires différents. Tu veux quoi, Gabrielle, pour ta couleur? Rouge. 1, 2, 3. Pour pouvoir créer des petites bulles et puis donner un effet un petit peu de mélange, on va rajouter de l'huile. Maintenant qu'on a rempli nos 2 bouteilles, on va choisir les pompons. Comme touche finale, moi je vous propose de terminer avec des paillettes. J'en mets beaucoup? Ah ouais, on peut y aller. Pensez à bien refermer vos bouteilles sensorielles en mettant de la colle forte à l'intérieur. Assurez-vous comme ça que votre enfant ne pourra pas déboucher la bouteille. Cette activité s'inspire de la méthode mise en place par Maria Montessori qui permet de développer le sens des enfants. Donc on a vu pour la vue, mais aussi pour l'ouïe. Vous pouvez vraiment vous servir de tout ce que vous avez autour de vous. Par exemple, avec du riz, on a ici des petits yeux, des pompons, des billes, toutes les choses qui vont pouvoir faire un petit peu de bruit. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est la bouteille maracas.
Les bébés vont évidemment secouer la bouteille, vont la toucher, vont la prendre dans les mains et puis ils vont faire passer et regarder le mélange du riz, ils vont voir les yeux, les billes, le pompon. Ton petit frère, il va aimer ça? Il va faire quoi avec la bouteille? Pour cette dernière bouteille sensorielle, nous allons recréer une méduse dans l'océan. On va prendre un sac plastique, une bouteille, du fil. On va choisir un des coins du sac et attacher le bout pour créer une tête. Pour créer des tentacules, utilisez un ciseau plutôt fin, de type ciseau de salle de bain. Et voilà, on a terminé notre petite méduse et maintenant on va remplir la bouteille avec de l'eau. Et avant de mettre la méduse dans la bouteille, on la remplit un tout petit peu la tête en laissant un petit peu d'air quand même. Et on peut mettre notre méduse. C'est une véritable expérience visuelle pour les petits que de regarder cette méduse se promener dans la bouteille. Ouais, génial. Avec tout ce que vous avez à la maison, vous avez de quoi maintenant canaliser vos plus grands et éveiller vos plus petits. En conclusion, pensez à varier différentes couleurs pour un éveil optimal de la vue de votre enfant. Pour parfaire son ouïe, mélangez dans une seconde bouteille différentes matières premières afin de reproduire le son des maracas. Enfin, pour éveiller les petits et canaliser les plus grands, insérez dans la troisième bouteille un élément flottant. Ceci leur permettra un éveil des sens maximal. Pour chaque bouteille, pensez à enduire votre bouchon de glu pour que vos enfants ne puissent pas l'ouvrir. Oui, c'est sans doute mieux, effectivement. Vous allez tester, Aurélie, les bouteilles sensorielles avec vos enfants? Oui, bien sûr. D'accord. Bon, avec vous, on va se poser une question essentielle. Alors, avec ou sans tapis à la maison, c'est la question du jour dans la décoration. Alors justement, si vous avez les bouteilles sensorielles, moi je vous dis avec tapis. Avec parce tapis, que le effectivement, c'est tapis isole phoniquement et c'est déjà le premier avantage. Alors, qui est concerné d'abord? Alors tout le monde peut avoir un tapis chez lui, même si vous avez des chiens, des chats, des bébés, chacun a le droit à son petit morceau de tapis. Bon, à quel moment on le place dans sa maison, ce tapis, dans son intérieur? Et alors pourquoi pas à chaque nouvelle saison? Parce que c'est intéressant, chez soi, on a envie de nouveautés à chaque fois. Et le tapis, c'est un bel accessoire déco qu'on peut renouveler assez régulièrement en fonction des saisons. Par exemple, en été, on va privilégier quelque chose de végétal, quelque chose qu'on va mettre sur la terrasse. Et puis en hiver, on aura envie de quelque chose de plus cocooning, un petit pot de bête, voilà, qu'on va mettre au coin du feu. Oui, très bien. Une peau de bête, pourquoi pas. Voilà. Alors, on le pose où, ce tapis? Est-ce qu'il y a des endroits de prédilection dans notre intérieur? Alors, on peut le mettre dans toutes les pièces de la maison, sauf on est contre le tapis dans les toilettes. Je suis absolument contre, c'est même pas dans les toilettes. Voilà. Mais alors toutes les autres pièces, c'est possible. Alors par exemple, et on peut même aller le mettre un peu ailleurs, par exemple sur un canapé, sur des fauteuils. C'est très joli, c'est cocooning. Vous venez vous installer, c'est agréable. Et on peut aussi le mettre au mur. Il y a des très beaux tapis qui se fixent et qui peuvent comme ça être de belles idées déco. On peut aussi l'utiliser, j'ai pas trouvé de photo pour vous l'illustrer, mais en tête de lit. Vous prenez un beau tapis assez, dans le style que vous voulez, mais ça peut être intéressant là aussi pour renouveler un peu la chambre et faire une belle tête de lit avec un beau tapis accroché derrière. Alors, quelle matière vous nous conseillez? Quel coloris? Quelle forme? Et ben alors là, une fois de plus, on a de la chance parce que presque tout est possible. Vous avez énormément de matières. On peut trouver toutes les formes, carré, rectangulaire, rond, ovale, cœur, nuage. On peut avoir différents motifs ethniques, fleurs, géométriques, rayures, univagues et des coloris, des matières. Il existe de tout. Ouais. Et on peut même aller plus loin. On peut même aujourd'hui trouver des tapis sur mesure. Sur mesure. Sur mesure. Donc ça peut être intéressant aussi si vous avez, pour mettre sous une table par exemple, avoir une tapis qui soit vraiment à la bonne dimension ou faire un tapis avec une forme sur mesure et une forme qui va suivre par exemple le mobilier que vous avez chez vous. C'est fabuleux ça. Bah oui. Vous saviez que ça existait ça, des tapis sur mesure? Et alors il y a une structure qui est du côté de Bru, c'est un peu local, voilà, Inspiration Luxe qui fait justement ces tapis sur mesure et qui va travailler du coup des matières, des couleurs, des motifs. On fait vraiment tout ce qu'on veut. On peut le dessiner nous-mêmes. Ouais, tout à fait. Ouais.
Très chouette. Bon, est-ce qu'on peut faire un petit méli-mélo, comme dans les studios d'enregistrement, on jette plusieurs tapis comme ça, en vrac, les uns sur les autres aussi pour... Enfin, pas les uns sur les autres, mais... un pêle-mêle de tapis. Bah oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. On fait ce qu'on veut, quoi. Voilà. Plus tu mets de tapis, tu mets de matière, ça va créer une ambiance, un style. Alors plutôt coordonné, si possible. Mais... Oui, je te demanderai des conseils. Alors, on choisit plutôt un tapis utile ou un tapis de déco? On choisit comment, ce tapis? Voilà, c'est la première question qu'il faut se poser quand on choisit un tapis, c'est savoir l'utilité du tapis. Soit vous avez besoin d'un tapis utile, comme dans l'entrée ou la salle de bain, parce qu'il faut qu'il soit absorbant, et dans d'autres pièces, ça va être purement décoratif. On peut vous donner quand même quelques conseils. Par exemple, dans l'entrée, c'est vrai qu'il faut regarder l'usage du tapis, avoir un bon tapis absorbant. Si vous travaillez sur le salon, faut choisir un tapis avec une dimension qui va aller au-delà du canapé. Sinon, visuellement, si vous prenez un tapis trop petit, ça risque de réduire l'espace. Salle de bain et cuisine, prenez un tapis avec un dessous anti-adhésif en caoutchouc pour pas glisser, puisqu'on est dans des pièces d'eau. Voilà. Donc ça, c'est des petits conseils pour choisir son tapis. Et puis après... on se fait plaisir. On se fait plaisir, effectivement. Allez, pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, pourquoi mettre un tapis? Est-ce que vous avez l'argument ultime? Alors, quelques arguments, on n'y pense pas, mais c'est vrai que c'est très pratique. Je le disais tout à l'heure en rigolant, ça isole phoniquement. Donc ça, c'est surtout quand on est dans des habitats avec du parquet, des jeunes enfants, les jouets qui tombent. Le tapis, c'est la pièce qu'il faut avoir parce que ça isole. Dans les lieux de passage, dans les couloirs par exemple, pour éviter aussi d'abîmer un petit peu ces endroits, on va mettre un tapis. Et puis le dernier argument qui est à mon avis l'argument pour avoir un tapis, c'est quand vous rentrez chez vous, vous retirez vos chaussures et vous marchez pieds nus sur le tapis. Tellement ça, bien. Voilà. Rien que ça. C'est agréable. Et on peut faire du sport sur le tapis. Ah oui. On peut faire des abdos et des pompes. Ça pourrait presque vous donner envie de faire du sport. Dis donc, mais ça me donne envie d'acheter un tapis d'ailleurs et de faire du sport dessus. Bon bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous nous direz comment c'était le sport sur tapis? Mouillez le tapis, parce qu'attention. Vous avez un tapis, Christelle, vous, chez vous? Ou des tapis? Vous adorez ça? Plein de tapis, oui. Moi j'adore ça. Et c'est vrai que j'en avais un au mur avant, maintenant j'en ai plus, mais c'est une très bonne idée aussi au mur. Plutôt déco ou plutôt utile, le tapis? Les deux, mais ils sont quand même plutôt déco. Mais j'habite au rez-de-chaussée, donc j'embête pas trop mes voisins du dessus. Je recommande à mes voisins du dessus de mettre le tapis. Petit appel aux voisins du dessus. Exactement. Ce serait bien d'avoir un tapis. Bon, Christelle, alors les crampons sur le tapis, c'est pas vraiment conseillé, mais c'est le sujet que vous avez choisi aujourd'hui de nous présenter dans une archivina intéressante. Bah oui, j'ai choisi cette archive. Alors on était sur le sport, ça tombe assez bien, mais parce que j'ai trouvé l'archive assez intéressante, la vision de la télévision des femmes et des femmes qui font du football, qui font du sport, c'est pas mal non plus. Et puis c'était la 8e édition de la Coupe du Monde féminine, donc je trouvais ça intéressant de faire un petit clin d'œil cette année. Eh bien on y va. Retour en 1975, le football féminin. Ainsi, en cette année de la femme, ce sport jusque-là exclusivement réservé aux hommes prend droit de cité dans notre région, puisqu'à l'issue de ce stage a été formée la première équipe de Bretagne de football féminin. Certains trouveront cela déplacé pour des jeunes filles que de pratiquer un tel sport, d'autres prendront leur parti et diront que l'égalité entre les deux sexes ne doit pas être un vain mot, de toute façon, un sujet qui ne peut pas laisser indifférent. Le football féminin a pris naissance officiellement cette année dans la Ligue de l'Ouest et j'ai eu nettement l'impression que si les filles ne prenaient pas leur destin elles-mêmes en main, il aura du mal à progresser. J'ai donc, en accord avec la Ligue de l'Ouest et la commission régionale du football féminin qui a été mise en place également cette saison, j'ai donc envisagé d'organiser un stage d'animatrice, comme il existe exactement la même chose pour les footballs masculins, les stages d'animateurs. Mais vous n'avez pas peur, en jouant au football féminin, de perdre un peu votre féminité? Pas du tout. Pas du tout. Les autres filles qui font du sport, c'est la même chose, c'est un sport comme les autres pour moi. Enfin, c'est nouveau pour les filles quand même. Oui, mais enfin, ça n'empêche pas.
peut très bien être une sportive et en même temps être très féminine. Oh non, pas du tout. Non, il n'y a pas de raison, puisque les autres sports, c'est la même chose, que ce soit basket ou hand. Le hand, ça ressemble beaucoup au football, je vois pas pourquoi. Bon, non, je pense pas. Ça m'est complètement égal. Alors, c'est même pas un problème pour moi, parce qu'à partir du moment où j'aime le football, la féminité, ça m'intéresse pas. Je pense que ce que l'on peut souhaiter quand même pour le football féminin, c'est qu'il reste amateur. Eh oui, mais vous savez qu'il y a déjà en Italie des offres pour des joueuses. Qu'il reste amateur, bien sûr, il le restera par la force des choses, je pense, compte tenu de la structure de la société française et de la place de la femme dans la société française. Mais il n'est pas utopique de penser qu'il puisse y avoir aussi un jour un football professionnel. Pourquoi pas? S'il est spectaculaire, il deviendra aussi professionnel. C'est une bonne idée que ça devienne professionnel quand même. Hein. Il faut espérer que le journaliste ait pu voir la Coupe du Monde, les différentes Coupes du Monde féminines. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement la genèse du football féminin? Alors, le football féminin, très clairement né en Royaume-Uni. Les Écossaises commencent en 1880 à jouer. L'année où les hommes se professionnalisent, faut le savoir. Mais... Et puis après, c'est les Anglaises qui suivent très très vite et qui créent le British Ladies Football Club. Et en France, il faut attendre 1917 pour le premier match. Et après, on va voir les premiers championnats qui vont naître entre 1919 et 1932. Bon, il y a eu quand même un certain refus des licenciés masculins pour accepter les femmes dans la Fédération française de football association. Quelques réticences. Voilà, des petites réticences. Ouais. Et donc, il faut dire que c'est dans les années 70, vraiment, où le football féminin va être intégré à la Fédération française de football. Et où, en fait, il va y avoir une vraie structuration du football féminin au niveau international. Il va y avoir de la pratique partout. Le vrai changement, c'est en 2011. Pourquoi parle-t-on d'une nouvelle ère pour le football féminin? Parce que 2011, c'était la Coupe du Monde féminine qui se déroulait en Allemagne. Et en Allemagne, le football féminin, il connaît un franc succès. Donc ça a été très médiatisé. Et les Françaises, il faut être fiers, elles sont arrivées 4e. Et donc, elles ont connu une médiatisation sans précédent. 3 fois la une de l'équipe, la télévision qui a couvert les matchs. Et voilà. Et donc, elles ont été 4e en Coupe du Monde et elles ont gagné le droit de participer aux Jeux Olympiques de 2012 et la France a gagné le droit de recevoir la Coupe du Monde en 2019. Ouais, voilà. Et ça a tout changé et puis on a vu quel engouement a suscité la dernière Coupe du Monde. Quelle est la situation du football féminin aujourd'hui en Bretagne? Alors en Bretagne, c'était pas vraiment une terre de football jusque-là, mais en fait maintenant on peut dire que, je ne sais pas si vous le savez, 5 joueuses de l'équipe de France féminine sont bretonnes ou on joue en Bretagne. Donc on a un beau vivier breton et on peut dire qu'il y a, je crois que c'est cette année, la Ligue de Bretagne disait qu'il y avait 15% de plus de pratiquantes. Je pense que la Coupe du Monde a beaucoup aidé aussi. Ouais. Et il y a beaucoup de clubs de foot féminin qui se professionnalisent dans les clubs de foot bretons qu'on peut connaître. Donc bel avenir pour le foot féminin. Ouais, c'est certain. On va voir si on a des représentantes. Qui a joué au football parmi vous les filles là? Non. Bon. Si, au lycée, peut-être de force, un peu, quand on joue. Franck, c'est un sport qui vous tenterait, le football? Est-ce que ça peut être pris en sport sur ordonnance? C'est vrai? J'ai pratiqué. Vous avez pratiqué? J'ai pratiqué quand j'étais jeune. Comme vous allez vous y remettre, alors, on ne sait jamais. Comme vous avez l'air extrêmement motivé, peut-être. Je vais me tourner maintenant vers Louise Robard. Louise, vous n'êtes pas footballeuse professionnelle, en revanche, vous êtes chanteuse. Oui. Vous êtes l'une des 2 chanteuses du groupe breton Cut the Alligator, une bête étrange à 9 têtes, c'est un petit peu ça, non? Oui, c'est ça, on est 9 musiciens sur scène, guitare, basse, batterie, clavier. Il y a 3 cuivres. Un big band, quoi. Ouais, il y a 3 cuivres, saxophone, baryton, saxophone ténor et trompette, et on est 2 chanteuses. D'accord. Alors, c'est pas parce que vous êtes de Rennes ou de Saint-Brieuc que vous êtes dans la celtitude. Votre style à vous, c'est quoi? L'ADN du groupe, c'est quoi? Alors, c'est plutôt soul funk. Soul funk. Inspiré musique afro-américaine. Et puis, vu que ce sont que des compositions, on agrémente aussi avec d'autres styles, un peu plus rock, un peu plus pop.
Voilà, c'est un melting pot. Alors, vous aimez vous jouer des frontières, on l'a bien compris ce que vous nous dites. Et 8 ans après la création du groupe, vous avez sorti juste avant l'été un premier album très remarqué, New Piscol, avec une magnifique énergie qui nous a bien accompagnés tout l'été. Vous êtes un peu des perfectionnistes quand même, parce que 8 ans pour arriver à un premier album, c'est quand même waouh. C'est vrai, au début on avait un parcours un peu différent où on faisait que des reprises pour vraiment se créer un répertoire commun. Et puis parler de la même musique, enfin voilà, connaître les mêmes choses. Et puis oui, on a sorti cet album sur lequel on travaille depuis 2 ans. Et donc l'équipe a changé aussi entre-temps, donc c'est un renouvellement. Bon, alors ce premier album, No Peace Call, je vous propose qu'on en découvre un premier extrait, un extrait du clip donc de Unseen Faces. Je vais y arriver. Un album singulier qui fait écho au nom du groupe. On a envie quand même de vous demander pourquoi Cut the Alligator. C'est quand même rigolo quand même. Alors c'est vrai que c'est une explication qu'on nous demande à chaque fois après chaque concert. Donc on a une réponse assez longue, mais en gros ça vient d'une légende préhistorique qui raconte que le monde était régi par 2 grandes familles de puissances, de divinités. Donc d'un côté il y avait les puissances de l'ordre et de l'autre côté il y avait les puissances du désordre. Et ces 2 grandes familles se livraient à une guerre sans merci. Et Sihira, qui est une grande déesse alligator qui était du côté des puissances de l'ordre, a décidé de mettre fin à la guerre en avalant tout cru toutes les puissances du désordre. Et la dernière puissance du désordre à être engloutie s'appelle Niopé. Et du coup, elle a crié « Coupez l'alligator !» Et donc, on répond à l'appel, voilà, en parcourant le monde et en faisant plein de concerts pour libérer toutes les énergies captives dans le ventre de Sihira. Voilà. Et là, ça nous embouche un coin derrière ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, c'est justement cette belle énergie. Ça doit pas être simple quand même à 9 d'arriver à écrire des chansons. Vous faites comment? Est-ce que tout le monde participe? Parce que ça doit être un sacré bazar. C'est surtout ça la richesse du groupe, c'est qu'on compose tous collectivement. En général, il y a quelqu'un qui ramène une base, que ce soit une suite harmonique ou alors des riffs de basse ou voilà. Et puis tout le monde se greffe dessus. Donc alors, en général, pour ma part, j'écris plutôt les textes et les mélodies, et puis Célis, l'autre chanteuse, fait pareil. Et les cuivres écrivent leurs riffs, mais aussi il y a des ponts entre chaque pupitre où nous aussi on propose des choses à la rythmique, ou la rythmique des fois ramène aussi des mélodies. Enfin, il y a vraiment des choses. C'est vraiment très collectif. Donc c'est pour ça qu'on a pris beaucoup de temps aussi pour peaufiner tout ça et puis pour écrire tous ensemble, parce qu'on est 9 et que c'est quelque chose. Voilà, il faut qu'on soit tous d'accord et contents. Vu votre énergie, on devrait prescrire de la musique sur ordonnance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur. Ça peut être pas mal. Vous travaillez, vous êtes un groupe de scène, ça vous adorez ça, et vous travaillez donc évidemment tous les éléments de la scène. Et vous avez par exemple fait une résidence au début de l'année, une résidence lumière au pôle sud à Chartres de Bretagne. Ça a apporté quoi? Ça a changé quoi en termes scéniques aujourd'hui quand vous vous produisez en concert? Alors ça change absolument tout, parce qu'un spectacle c'est total. Il y a la lumière, la musique, et ça change vraiment tout. Voilà, ça. Je sais pas trop quoi. Dans le spectacle, c'est l'éclairage, c'est comme un autre comédien. J'imagine que oui. Exactement, il y a des mises en lumière de chacun à différents moments du spectacle. Chaud. Ça y est, elle est partie. On sent que c'est un petit peu l'album de la libération, c'est-à-dire qu'au début vous vous cantonniez vraiment à votre style, votre ADN, quoi, le soul, la soul, le funk, et puis aujourd'hui vous vous libérez complètement. Tous les styles se mélangent. C'est ça. C'est vraiment, voilà, vous avez tout libéré. On a ouvert les frontières. Vous avez ouvert les frontières. Libération, attention, le prochain, c'est l'album de la maturité. On vous en reparlera. Vivement le deuxième. Vivement le deuxième. Vous connaissiez Cut the Alligator les uns les autres? Non, mais moi, je vais me précipiter pour aller trouver l'album. J'aime bien. Je vais vous donner quelques petites dates de concert dans ce cas-là. Alors, vous tournez beaucoup. Vous avez beaucoup tourné cet été? Oui, on a fait une vingtaine de dates grâce à 709 Prod, qui est une boîte de prod qui nous accompagne. D'accord. Oui. Ça va continuer. Alors, vous êtes le 20 septembre à Janzé pour l'ouverture de la saison culturelle du Pays de la Rechauffée. Vous venez nous voir à Rennes.
Oui, ce sera le 3 octobre au Diapason, pour le Funk prend les rênes. Ouais. Et puis le 19 octobre, on vous retrouve aussi à Rostronin, dans les Côtes d'Armor, dans le cadre d'une soirée musique têtue. Bah dites donc, vous lâchez rien, de toute façon, c'est bien connu. Et puis les musiques têtues nous accompagnent aussi, c'est une compagnie qui nous accompagne. Parfait, bah écoutez, voilà, on va aller couper, on dit comment alors, on coupe le crocodile ou on coupe l'alligator? On avait un grand débat là-dessus, différence entre crocodile et alligator. On invite les téléspectateurs à aller regarder d'ailleurs la différence entre les deux. Exactement. Ouais, on verra. On verra ça. Allez, on va changer d'animal, on va passer du crocodile à un autre animal. Mais oui, mais peut-être un jour un alligator à adopter à la SPA. Je ne sais pas si Billy est tout à fait d'accord, mais bon, on peut lui demander. Mais en tout cas, il est à la SPA de Rennes, avec peut-être votre nouvel ami pour la vie. Allez, c'est parti. Bonjour Jennifer, ça va bien ce matin? Bonjour, oui, ça va super, merci. Alors, aujourd'hui, on a un petit bonhomme qui s'appelle Waiki. Waiki, donc ça c'est un berger... Berger belge malinois. Malinois, ok. Chien très très intelligent. D'accord. Qui connaît plein de choses et qui a juste besoin de trouver des maîtres enfin à la hauteur de ses espérances. D'accord, c'est-à-dire que ceux d'avant c'était pas des bons. C'est ça. Super. Donc ce petit bonhomme, il a quel âge on a dit? Il a 3 ans. 3 ans, donc il est déjà bien éduqué, tout va bien? Il a très bonne base d'éducation. On va dire que son seul problème à Waiki, ça va être les autres chiens. Ah, ok, ouais, donc c'est un pépère qui fait tout seul à la maison. Tout seul à la maison, et puis il faut bien apprendre à gérer en extérieur. Donc grâce à l'éducation positive, on peut faire plein de belles choses. Okay. Et lui, notamment, il est très 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 intelligent, il apprend très très vite. Super, donc éducation positive, c'est récompenser les bons comportements. D'accord. Alors, on ne vraiment, respecte pas quand c'est pas bien, renforcer. mais on dit super quand c'est bien. C'est ça, renforcer un maximum les bons comportements. C'est un chien qui a besoin d'un cadre de vie assez sain, mais voilà, surtout avec des maîtres très disponibles qui vont pouvoir lui apporter beaucoup, justement, au niveau éducation, stimulation mentale, stimulation physique également, parce que ça reste un chien quand même qui a besoin de se dépenser. Au moment où je dis ça, il va se coucher. Il a besoin de se dépenser, il se couche. Mais voilà, il prouve aussi que c'est un chien qui peut être très polyvalent. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est très posé, mais il a besoin de cette dépense mentale et physique. C'est très très important pour lui. Ok, avec les enfants? Avec les enfants, alors il n'y a pas de souci avec les enfants. C'est vraiment un chien qui est très gentil avec l'humain. Encore une fois, s'il est suffisamment bien dépensé et bien stimulé. C'est ça, voilà. C'est un chien effectivement on l'embête pas juste quand il est dans son tapis en train de dormir ou en train de manger. Ça, je vous dirais, c'est comme tous les chiens. Ça marche. Eh bien, écoutez, c'était Waiki. Waiki aujourd'hui, ici, à la SPA de la route de l'Orient. Un super chien, vraiment. Il vous décevra pas. Ça marche. Allez, à bientôt. T'es bien vendu en tout cas. Un chien, ça peut aider, docteur Daniel, finalement, à sortir et à favoriser une activité physique? Ah oui, on a des patients à qui on pose la question quelle activité physique pratiquez-vous? Bah non, je sors que mon chien. Je dis bah c'est très bien, donc vous le sortez 2-3 fois par jour parfois. Donc c'est une activité, hein, ça fait faire de la marche rapide parfois si le chien n'est pas forcément bien éduqué. Donc c'est une bonne chose, oui, complètement. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler du sport sur ordonnance aujourd'hui. Merci beaucoup Franck Kouprazet pour votre témoignage. Merci. Surtout ne lâchez rien et on vous fait confiance avec votre sourire, ça va aller. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 10h45. On parlera entre autres de la pollution lumineuse. Vous verrez, c'est un sujet passionnant. On parlera de philo, on parlera de mode. Et puis dans quelques instants, retrouvez votre série Itinéraire Bretagne sur les grands sites sauvages. Manon Amiot et Christophe Rousseau se sont rendus aujourd'hui à la Pointe du Raz. Vous voyez de magnifiques images derrière moi. Et puis vous retrouverez votre journal régional à midi. Très belle journée. Kenavo, à demain. Battu par le vent et l'océan.